Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Kossi Boniface Nyangeno, ingénieur informatique, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Jean-François Kandji-Kombe. Au Nigeria, la compagnie nationale pétrolière vient de publier son rapport d'opération. Les revenus des ventes de pétrole ont diminué de plus de 2/3 entre septembre 2014 et juillet 2015. Une situation compliquée pour le pays qui tire du brut plus de 90% de ses revenus à l'export. Linda Zibi, Alun Guindo et Awa Barkala. La chute du cours du pétrole plombe l'économie nigériane. Le baril de pétrole a perdu 60% de sa valeur, une perte qui a fait baisser la courbe financière du Nigeria. Première ressource du Nigeria, l'or noir contribue pour 3/4 au budget national et représente 15% du produit intérieur brut du pays. Par ailleurs, 90% des revenus de l'État nigérian proviennent de l'exportation du pétrole brut. L'économie du Nigeria reste donc profondément touchée par la chute du cours du pétrole. La chute du cours du pétrole a considérablement perturbé le budget du Nigeria et notamment les recettes. Donc, qui a contraint le pays à revoir à la baisse ses prévisions budgétaires et puis de croissance pour cette année-ci. Les alternatives à cette crise, mais on l'a souvent rappelé, c'est d'abord une meilleure diversification de l'économie nigériane vers l'industrie du numérique qui est en train de fleurir petit à petit au Nigeria, dans la banque aussi, et puis mais le secteur le plus porteur reste naturellement l'agriculture. Pour pallier au manque à gagner, les autorités nigérianes ont dû faire un emprunt de 4 milliards d'euros, un emprunt qui a servi pour moitié à payer les fonctionnaires. De toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que la crise des hydrocarbures, du pétrole va s'estomper d'un moment à l'autre, les cours vont remonter. Mais les solutions alternatives sont toujours importantes et nécessaires pour éviter justement ces effets de yo-yo, de balancier du marché et des cours des matières premières. Même si la Banque centrale nigériane dispose encore de 26 milliards d'euros dans ses caisses, les autorités nigérianes entendent explorer d'autres sources de financement pour aplanir les conséquences de la chute du cours du baril. Selon de nombreux spécialistes, une plus grande diversification de l'économie s'impose au Nigeria si le pays veut garder son économie compétitive. Jean-Marie, les revenus pétroliers ont tellement chuté au Nigeria que le gouvernement a dû emprunter pour payer ses fonctionnaires. C'est une situation critique aujourd'hui pour le pays ? C'est une situation qui est très très critique parce que je ne partage pas tout à fait l'avis d'Alfred dans le reportage parce que vous savez qu'il y a sur le marché pétrolier aujourd'hui là, vous avez une nouvelle donne. La nouvelle donne c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour que les cours du brut puissent remonter, ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc les États africains doivent se préparer à ça. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une demande mondiale qui est posée. Cette demande mondiale là doit être satisfaite par rapport, si vous voulez, à l'entièreté des producteurs de pétrole dans le monde entier. Sauf qu'entre-temps, il va manquer énormément sur le marché international la demande américaine. Parce que les Américains se lancent, si vous voulez, sur le marché du pétrole avec le gaz de schiste. Donc ce qui veut dire que la demande pétrolière américaine va baisser, même si elle est compensée par la demande chinoise. Jusque-là, si vous voulez, la Chine a constitué le moteur essentiel qui tire la croissance mondiale vers le haut. Mais leur demande, même si elle augmente, il y aura un manque, si vous voulez, sur le marché international de la demande américaine concernant les autres pays pétroliers. Donc à partir de là, je ne suis pas tout aussi optimiste que Alfred dans le reportage sur la remontée des cours du baril du pétrole, dans la mesure où vous avez déjà une bonne partie du pétrole qui était acheté sur le marché international par les firmes américaines qui vont s'approvisionner maintenant au niveau interne. Et à partir de là, vous savez très bien que c'est l'Arabie Saoudite qui régule le marché pétrolier en fonction, si vous voulez, de la production qu'elle met sur le marché. Donc je ne pense pas, parce que l'Arabie Saoudite, elle aussi, perd, si vous voulez, en recettes d'exportation quelque part. Donc elle inondera le marché dans les années à venir, ce qui fera en sorte que les États africains doivent vraiment se préparer aujourd'hui à une espèce de diversification en ce qui concerne
spécifiquement le marché pétrolier. Il est temps maintenant qu'on se mette là-dessus sur la diversification de l'économie. On a bien parlé, si vous voulez, du Nigeria, qui a d'autres ressorts économiques pour pouvoir booster la croissance économique du pays et ne plus s'asseoir uniquement sur le pétrole, parce que j'ai l'impression qu'avec les nouvelles technologies et tout ce qui s'ensuit, que ce soit pour la consommation des véhicules, ça va énormément grever les recettes d'exportation des pays africains qui sont dans la phase de l'émergence dont on nous parle. Merci. Dans l'actualité également, 2 nouvelles infrastructures de transport ont été inaugurées au Congo. D'une part, le 2e terminal de l'aéroport international de Pointe-Noire. D'autre part, l'extension du port. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé ce dimanche 11 et lundi 12 octobre à Pointe-Noire à l'inauguration respective de l'aérogare Agostino Neto et d'une extension du quai au port de Pointe-Noire. Le coût total de ces 2 infrastructures s'élève à plus de 75 milliards de francs CFA. Pour ce joyau aéroportuaire qui nécessite une fluidité des grands jours, 4 entrées publiques et une entrée VIP à ouverture automatique côté ville sont prévues. Ces entrées dominent l'accès au rez-de-chaussée qui est consacré au traitement des passagers à l'arrivée. Tous ces joyaux architecturels, travaux et équipements inclus, a coûté 41 milliards 887 millions de francs CFA, toutes les taxes comprises. L'aérogare de Pointe-Noire ne faisait plus face de manière adéquate aux besoins des passagers qui non seulement augmentaient en nombre, mais exigeaient aussi un certain confort. Pointe-Noire est la 2e grande ville du pays. Et jusqu'ici, il y avait une aérogare qui commençait à devenir étroite, n'est-ce pas? Vous connaissez l'aéroport de Brazzaville. Eh bien, Pointe-Noire et Brazzaville font presque jeu égal. Plus d'1 million de passagers. Évidemment, on ne peut plus traiter avec confort 1 million de passagers dans l'ancienne aérogare. Voilà pourquoi on a été porté à construire cette aérogare-ci. L'aérogare Agostino Neto va accroître le trafic aérien dans la capitale économique du pays. Du côté du port, l'extension du quai de 200 à 400 mètres linéaires aura des effets immédiats sur les performances du centre de services pétroliers en raison des multiples sollicitations des opérateurs pétroliers. Jean-François, le Congo s'est lancé dans une politique de grands travaux il y a maintenant quelques années. Des critiques ont souvent été émises sur les délais relativement longs pour livrer ces projets. On peut reconnaître que ces grands travaux prennent forme aujourd'hui ? Alors, il y avait déjà eu, dans le cadre de ce que l'on appelle la municipalisation, un certain nombre de travaux. Nous en avons beaucoup parlé autour de ce plateau. Il y a du bon, beaucoup de bon, mais il y a aussi des interrogations que nous avions posées ici. Pour aujourd'hui, à partir du moment où l'actualité porte sur 2 réalisations qui sont 2 réalisations intéressantes pour l'économie du pays et pour les Congolais, pour une fois, concentrons-nous dessus, et je pense qu'il n'y a que des raisons de se réjouir qu'il puisse y avoir ce type d'infrastructure qui soit fait. Ça correspond d'ailleurs à une ambition du Congo de devenir le hub, s'agissant de l'aéroport par exemple, et puis du port. C'est cette ambition de devenir un hub en Afrique centrale, qui est passé par la création d'une compagnie dont nous avons parlé ici d'ailleurs, la construction d'infrastructures aéroportuaires, et puis Pointe-Noire le méritait bien, franchement. Pointe-Noire, au Congo, c'est la sœur jumelle de Brazzaville, je dirais même presque la concurrente de Brazzaville. C'est le poumon économique du pays, et on se désolait de ce que Pointe-Noire n'ait pas des infrastructures dignes de... C'est un rééquilibrage un rééquilibrage bienvenu et intéressant, et je pense qu'il ne pourra qu'accroître ce rôle de poumon économique du pays. Ces 2 belles réalisations, j'aurais aimé voir les mêmes, au moins l'une chez moi, parce qu'il n'y a pas de mer chez moi. Mais... Oui. Non, je dis non. Bon, c'est bien d'avoir une belle infrastructure comme ça, mais moi, ce que je recuse, c'est peut-être la maintenance qui va... on verra d'ici 5 ou 6 ans que les choses ont commencé par...
flétrir, il va y avoir des pannes, et puis ça risque de ternir. Vous mettez des réserves sur l'entretien de ces infrastructures par la suite? Ouais, parce que là, le tout, c'est pas de dire, voilà, on a fait ça, on a fait ceci. Non seulement il faut rentabiliser, mais il faut assurer vraiment la pérennisation des ressources qui vont venir pour pouvoir assurer la maintenance de cette infrastructure. Parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la plupart du temps, on met en place des infrastructures, mais il n'y a rien derrière parce que quand il y a une panne, il faut que le technicien vienne de l'Orient ou bien de l'Occident pour venir alors qu'il n'y a personne en place pour gérer. Donc c'est ça qui entraîne vraiment les problèmes que nous connaissons en Afrique au niveau des infrastructures. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec Kossi Boniface Nyong'Eno quand il parle de l'importance de l'entretien de ces infrastructures par la suite? Je suis tout à fait d'accord avec notre invité parce que c'est un point sur lequel j'ai toujours insisté. J'ai eu l'occasion dans plusieurs émissions ici là, de parler de l'aéronautique. L'aéronautique est un secteur qui est très très pointu et qui a des exigences techniques très très élevées. Donc chez nous en Afrique, j'ai toujours parlé sur ce plateau de ce que moi j'appelle en gestion le coût global de possession. C'est-à-dire quand vous construisez des belles infrastructures, c'est bien beau, mais il faut prévoir, c'est-à-dire d'assurer l'opérationnalité permanente de ces structures-là, parce que ces structures sont là pour booster l'économie. Et j'espère bien que maintenant, tous les pays africains ont compris ça, qu'on est sorti, si vous voulez, des fameuses politiques, des fameux éléphants blancs dont on parlait dans les années 80, qui ont coûté énormément d'argent à l'Afrique sans vraiment apporter quelque chose de concret à la croissance des différentes économies. Donc, je suis d'accord avec lui, il faudrait maintenant, comme je l'ai dit souvent, que les pays africains pensent à former des armées d'ingénieurs dans tout ce qui est maintenance de tout ce dont aura besoin l'économie africaine pour pouvoir progresser. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La Banque africaine de développement a annoncé avoir accordé au Bénin un financement de 24,13 millions de dollars destiné à appuyer un programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et les changements climatiques. Le programme contribuera au développement des chaînes de valeur agricole dans les filières riz, maïs, produits maraîchers et poissons, ainsi qu'au renforcement de la résilience des ménages au changement climatique et à l'insécurité nutritionnelle. Jean-François, sécurité alimentaire et climat sont intimement liés selon vous? Oui, intimement liés, de façon même presque nécessaire. La sécurité, à la conférence sur le climat d'ailleurs, il va être question de cela. En Afrique, dans une très très grande partie de l'Afrique, la partie un peu désertique, etc., on voit bien que la poussée du désert en Afrique touche notamment les populations, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi la malgouvernance. Parfois, on peut avoir une terre très très riche et puis avoir des gens qui crèvent de faim. Mais bon, c'est une très bonne chose qu'il puisse y avoir ce financement-là, mais quand même se poser la question de la raison pour laquelle encore aujourd'hui, en 2015, en Afrique, on recherche juste l'autosuffisance alimentaire. C'est quand même préoccupant. Vous vouliez réagir? Effectivement, c'est préoccupant. Alors moi, j'ai une anecdote à propos des 24 millions qui ont été versés. Il paraît que c'était aux États-Unis, quand on a fait la liste des pays dont on accordait des prêts comme ça, des aides, le Bénin n'apparaissait pas. Parce que le Bénin avait déjà eu comme satisfait de la FAO il y a 2 ou 3 ans pour avoir élevé son niveau de consommation, de satisfaction consommée, comment on dit ça, au niveau de la consommation. Donc le président Yahi Boni a vu le président Barack Obama, il dit mais comment se fait-il que le Bénin n'apparaît pas? On m'a dit non mais vous avez fait pas mal de choses. Il m'a dit non mais nous on en a besoin parce que il y a des problèmes climatiques ici et autres. Donc c'est fort après avoir fait cette intervention que la banque a accordé ces 24 milliards de dollars pour le Bénin. Donc, systématiquement, il est vrai, ils sont liés, hein, les phénomènes climatiques et consommation alimentaire, c'est des phénomènes qui sont assez liés. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré au Bénin. Kossi Boniface Nyong'Eno, merci d'avoir été avec nous. Vous aviez un message à faire passer très rapidement, s'il vous plaît. Oui, le message que je vais faire passer très rapidement, c'est que pour les Béninois qui sont à la diaspora, bon, je parle de la France parce que moi je suis à Paris, donc normalement vous avez la possibilité d'aller sur le site
de COSLEPI pour télécharger des fichiers. Bon, je ne sais pas si la caméra peut voir. Ceux qui n'arrivent pas à avoir accès à Internet peuvent, par exemple, aller et puis remplir les formulaires. Et se préparer également pour... bon, ça, c'est les points focaux dont on parlait tout à l'heure au niveau de l'intervention d'un responsable de la LEPI tout à l'heure qui en parlait. Donc, ces points focaux-là existent. Et par conséquent, il y a d'autres types de formulaires. D'accord, ce sont tous les formulaires pour la diaspora béninoise. La diaspora béninoise. D'accord. Et puis, il faut qu'ils aillent soit télécharger, ou bien il va y avoir une opération qui aura lieu le 19 octobre. Les opérations de modification de recensement pour l'enrôlement pour ceux qui sont à l'extérieur, en France, ici. D'accord, le message est passé. Merci Jean-Marie, merci également. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Jean-François, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny, un plaisir comme toujours. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.